Bonjour à tous, je vous invite tous à vous installer pour cette super table ronde pour échanger ensemble sur les nouveaux moyens de paiement. On va être là pour échanger ensemble 40 minutes avec des experts sur cette thématique-là, avec différents profils, différentes entreprises. Ça va être vraiment très riche. C'est ce qu'on vous a préparé, un programme en plusieurs étapes pour parcourir ensemble un peu les tendances, de voir l'évolution de ce marché du paiement sur ces dernières années, de voir les attentes des consommateurs et derrière de se projeter sur vos visions, messieurs, de voir quelles sont les surprises que le paiement nous réserve sur ces prochaines années. Donc, rapidement, pour me présenter, je m'appelle Nicolas Chevalier, donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette table ronde qu'on vous a préparée. Et donc, on a sélectionné vraiment un panel avec une diversité sur les entreprises qu'on a sélectionnées, avec différentes technologies, différentes innovations. Et ce qui nous a semblé intéressant, c'est de vous donner les clés à la fin de cette table ronde, de se dire « Ah ok, vers quoi on peut tendre, vers quel type de paiement ?» On parle beaucoup de paiement sur la brique e-commerce, mais aussi sur le retail. Comment des usages peut-être du e-commerce peuvent se transposer sur le retail. C'est peut-être une des questions qu'on va se poser par la suite. Et puis, dans ce contexte effervescent, on sait qu'avec le confinement, les usages ont évolué sur pas mal de domaines. Et donc, aujourd'hui, c'est peut-être des usages qu'on va retrouver dans le retail et donc d'avoir des parcours omnicanaux. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a creusé. Et puis, de nombreuses thématiques qui ont émergé ces dernières années. On parle davantage de néobanques, bien sûr, de l'aspect DSP2, des crypto-monnaies, et puis également des nouveautés technologiques. On le voit encore récemment avec Apple Pay qui va intégrer les crypto-monnaies pour pouvoir faire ses paiements. Bref, on voit une effervescence dans cet écosystème de paiement. Et donc, c'est en ce sens-là qu'on vous a préparé cette conférence. Je vais présenter maintenant ce panel d'experts avec nous. Je vais commencer par vous, par Neil Pain. Vous êtes responsable de la transformation du paiement chez BNP Paribas. Vous vous occupez de nombreux projets, notamment du paiement du particulier en France, mais aussi des apps, et puis pas mal de fintech et d'autres solutions. Pour en citer quelques-unes, Accepta, qui regroupe les solutions d'encaissement marchand en Europe, mais aussi des responsabilités sur la solution Leaf, la solution de paiement par QR code, Nickel, la néobanque aussi qui s'appuie sur un réseau de distribution, et puis Floa, bien connu, Floa Bank également. J'accueille également Ferdinand Tomarcho, présent avec nous avec 7 ans d'expérience dans la grande distribution au sein du groupe Casino Monoprix. Vous allez nous éclairer sur ces enjeux-là. Vous avez aussi une vision très présente sur l'aspect e-commerce avec plus de 2 ans d'expérience au sein de chez Discount. Je vais accueillir également Johan avec nous, avec un parcours très, très riche. Vous avez cofondé Bankin, une application bien connue dans l'écosystème français. Vous avez été présent aussi au sein du board Euro Retail Payment. Donc voilà, un board qui est au sein de la communauté européenne sur ces thématiques bancaires. Et plus récemment, vous avez créé une structure qui s'appelle Bridge, qui permet davantage l'open banking, qui facilite les transactions entre les différentes structures. Et puis, je vais me tourner vers vous, Pierre Fouja. Vous faites partie de l'équipe fondatrice de LUG. Je prononce bien? Parfait. Premier stablecoin, peut-être un gros mot, je ne sais pas qui connaît ce que c'est un stablecoin, si vous pouvez lever la main pour savoir. Très bien. Peut-être Pierre, vous pouvez préciser ce qu'est un stablecoin? Tout à fait, bonjour à tous. Donc sur un stablecoin, en fait, c'est une crypto-monnaie qui est stable et qui est indexée sur une monnaie ayant cours légal. Donc par exemple, LUG, on est le premier stablecoin adossé à l'euro. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on émet une unité de valeur sur la blockchain, on place 1 euro sur un compte en banque à la Société Générale. Très intéressant et c'est une vision qu'on voit de plus en plus sur cet aspect de crypto-monnaie, mais qui permet d'avoir une sécurité et une emprise beaucoup plus réelle sur un modèle économique. Donc vous allez également nous éclairer voilà, sur cette vision-là. Donc on a un panel très complet pour évoquer un programme très riche, tous ensemble. On vous l'a préparé en 3 parties. 3 parties plutôt très claires. Une première partie, on va évoquer ensemble l'évolution du marché, des attentes des consommateurs sur ces dernières années.
Deuxième partie, on va regarder les tendances du paiement actuel. Voilà, il y avait des gros enjeux là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses, c'est des tendances ou est-ce que c'est des choses à venir? On parlera d'open banking, de virements instantanés notamment. Et puis, troisième partie, quels sont les modèles de paiement, les moyens de paiement de demain? Vers quoi on s'oriente? Quelles sont vos convictions que vous avez au quotidien? Et donc, ça vous permettra d'avoir un horizon très clair de cette évolution d'écosystème de paiement. Je vous propose, messieurs, d'attaquer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on le sait, les choses ont fortement évolué en termes de marché, en termes d'innovation. Et je vais me tourner du côté retailer avec vous, Ferdinand, sur cet aspect consommateur. Comment vous voyez les choses évoluer au quotidien? Qu'est-ce que les gens attendent et qu'est-ce que le marché vous demande aujourd'hui? Bonjour à toutes, bonjour à tous. La première chose, c'est comprendre ce qu'un consommateur attend d'un moyen de paiement. Donc c'est assez simple parce que vous êtes toutes et tous consommateurs. Pour un consommateur, un moyen de paiement, c'est quelque chose qui doit être simple, fluide, en lequel il a confiance, qu'il a l'habitude d'utiliser tous les jours, et également qui lui permette de contrôler son budget. Donc en fait, un consommateur va se tourner naturellement vers quelque chose qu'il maîtrise. Alors aujourd'hui, c'est très simple, on va parler de la carte bancaire. C'est la carte bancaire qui représente la majorité, à exception près, des transactions. Et ces dernières années, on a vu une innovation simple dans la carte bancaire, c'est le paiement sans contact. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est déjà une innovation du passé. Là, je vais donner peut-être un indicateur. Dans le retail physique, le paiement sans contact, c'est 2/3 des transactions. Je rappelle que le paiement sans contact, il y a 20 ans, n'existait pas. Mais aujourd'hui, et aussi grâce, entre guillemets, au Covid et au plafond qui est passé à 50 € pendant le Covid, tout le monde utilise sans contact. Donc on a une accélération d'un usage qui était totalement révolutionnaire et innovant, qu'est le sans contact. Et aujourd'hui, c'est devenu une commodité. Donc un moyen de paiement dans un parcours d'achat chez un retailer, pour le consommateur, ça doit, et c'est devenu aujourd'hui totalement une commodité. Très intéressant, cet aspect d'évolution, voilà, d'avoir déjà des innovations que vous trouvez déjà dépassées. On est déjà sur de nouveaux sujets. Si on regarde, si on prend un petit peu plus de recul par rapport à ça, sur l'aspect notamment de réglementation, avec vous, Neil, sur cet aspect DSP2, est-ce que les acteurs ont évolué, ils ont pris ce tournant-là, ou est-ce qu'il y a encore pas mal de choses à faire pour être en accord avec la réglementation? Donc la DSP2, elle est arrivée il y a 4 ans, elle est entrée en vigueur il y a 4 ans. Ça a été un peu long. Les banques, en tant qu'émetteurs, elles ont plutôt joué le jeu aujourd'hui. Je pense que vous l'avez tous vu, quand maintenant vous payez sur Internet, vous êtes très souvent sollicité pour valider avec votre téléphone, la plupart du temps, vos transactions. Donc l'origine de la DSP2, elle était de sécuriser les paiements dans leur généralité. Elle a plutôt joué son rôle, donc maintenant les paiements, notamment en ligne, sont plus sécurisés. Elle avait un autre intérêt, c'était aussi d'apporter de l'innovation. Et donc là encore, c'était basé sur l'idée que les banques devaient mettre à disposition des API. Ça veut dire quoi? En gros, elles devaient mettre à disposition une certaine ouverture de certaines données bancaires que seuls certains acteurs, comme Bridge, auraient le droit d'utiliser. Et là, je pense que on est encore au tout début de ça. On voit les use cases arriver, je pense que Johan t'en parlera, mais l'usage il est très en dessous de ce à quoi on pouvait s'attendre quand la réglementation a été mise en œuvre, elle a été réfléchie. Alors une explication pour moi, c'est parce que le parcours aujourd'hui, typiquement, il est encore perfectible. Il est encore perfectible parce que c'est nouveau, les gens ne sont pas habitués. Et puis peut-être si je donne un exemple, parce que c'est quoi les parcours dont on parle, c'est par exemple la DSP2, elle permet de faire de l'initiation de virement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour répondre à ce que tu disais, Ferdinand, on n'est plus maintenant pour des gros montants. La carte, des fois, c'est pas pratique. Parce qu'il y a ton plafond, si tu veux réserver tes vacances, tu peux atteindre ton plafond. Donc comment on fait dans ce cas-là? On propose du virement. Sauf qu'aujourd'hui, le virement, c'est quand même compliqué. Vous n'avez pas demandé le RIB, l'IBAN de votre marchand, le mettre dans votre banque et puis après faire un virement. Ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'on a inventé? Donc avec l'initiation de virement, on propose à certains marchands de mettre un bouton sur leur site qui redirige vers un parcours où l'utilisateur, en rentrant ses identifiants bancaires, va générer tout simplement son virement. Et donc sans avoir besoin d'avoir au préalable enregistré le compte du marchand. Et donc ça, ce parcours-là, il est en train de s'améliorer. Et je pense que quand on aura des parcours fluides qui se rapprocheront de ceux de la carte, là on verra tout le potentiel
de l'open banking arriver. Alors c'est un mélange de plusieurs facteurs, vous l'avez évoqué, c'est qu'est-ce que veulent les consommateurs, à quoi on est habitué, est-ce que les plateformes sont prêtes aussi pour fournir une expérience par rapport à ça. Ferdinand, c'est quelque chose que vous constatez, cette évolution, vous avez parlé davantage de paiement sans contact. Voilà, est-ce que vous avez mesuré cela sur ces dernières années, cette évolution-là, et est-ce qu'il y a des nouvelles demandes sur de nouveaux sujets que vos consommateurs vous remontent potentiellement? Donc là, j'ai parlé du consommateur. Donc le moyen de paiement doit être une commodité pour le consommateur et donc doit être fluide. Tu as parlé du UX, d'expérience client. Ça doit être totalement en ligne parce que sinon, le consommateur va abandonner son achat et va partir. Vu du retailer, le moyen de paiement, c'est un moyen de transformer la vente. C'est-à-dire, c'est un moyen commercial de venir déclencher une vente, que ce soit dans une boulangerie ou même dans un site internet. Donc, les évolutions de marché, Nel vient d'en décrire une qui est en train de venir, un retailer se doit de les avoir parce que s'il y a une adaptation massive du marché de cet usage, le retailer qui n'a pas adopté ça, j'ai presque envie de dire, avant les autres, il va être dépassé. Donc là, j'ai un exemple, c'est le paiement en 4 fois. Le Buy Now, Pay Later, comme on dit en bon français, le BNPL, rien à voir avec le BNPP, BNPL. Ça, c'est quelque chose qui existe sur le marché depuis plusieurs années. Aujourd'hui, alors je n'irai pas de chiffres, j'ai croisé plusieurs confrères concurrents tout à l'heure et j'ai essayé de leur prendre des chiffres, ils me disent « Ah, on ne communique surtout pas ». Moi, je peux vous dire que c'est beaucoup plus que vous ne pensez. Sur 100 € dans un retailer aujourd'hui, en e-commerce qui vend du non-alimentaire, par exemple Cdiscount, par exemple Amazon, Mano, etc., la quote-part qui est vendue en 4 fois est significativement supérieure à n'importe quel chiffre que vous pensez. Et après, on peut s'en parler après. Et donc ça, typiquement, c'est une innovation qui est récente en France, qui est une commodité aux États-Unis. Tout le monde paye en carte bleue, en carte de crédit, pardon, aux États-Unis. C'est un crédit. En France, votre carte de crédit est un débit. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas en France, qui est assez récent et qui est devenu aujourd'hui une certaine forme d'innovation, de nouveaux moyens, qui est déjà pour moi dépassé ou pour mes collègues, parce qu'on parle de PIS, donc de virement. Ça, aujourd'hui, un retailer qui ne le fait pas n'est plus sur le marché parce que pour les consommateurs, c'est un vrai besoin, d'autant plus dans les périodes économiques comme la crise que nous traversons actuellement. Vous me l'aviez évoqué en off, il y a certains pays où culturellement, type le Brésil, où c'est possible de certains achats physiques de le faire en plusieurs fois. Tout à fait. Donc j'ai parlé des États-Unis parce qu'on a tous en tête les credit cards. J'ai vécu 4 ans au Brésil. Au Brésil, le pagamento parcelado, morcelé en plusieurs morceaux par mois, c'est une commodité à tel point que vous êtes dans une pharmacie, dans une boulangerie, pour dépenser quelque chose à 8 €. Par défaut, on vous propose de le payer en 10 fois. 8 € payés en 10 fois par défaut. Et si vous le payez comptant, le marchand vous regarde avec des grands yeux. Pourquoi? Parce que l'inflation dans ces pays-là, alors ça étonne personne aujourd'hui, je vais dire 10-15%, bon ben, en France aussi, mais on va dire dans un temps normal, l'équivalent du livret A au Brésil est à 10% quand en France il est à 1%. Et donc un consommateur qui ne parcelle pas son paiement sur 10 mois, il perd de l'argent. Et il perd beaucoup d'argent. Donc ça existe déjà et c'est totalement dans la culture. En France, ce n'est pas dans la culture, mais c'est très présent, notamment sur le e-commerce non alimentaire. Super intéressant, je pense qu'on reviendra sur ce sujet-là dans notre troisième partie, de voir si le retail va s'emparer de cet aspect buy now, pay later et puis du paiement fractionné. Ça sera un de nos questionnements. L'un des autres sujets sur l'évolution du marché et consommateur, c'est l'aspect de crypto-monnaie. Et là, je vais me tourner vers vous, Pierre, vers l'adoption d'un portefeuille crypto-monnaie. Est-ce que aujourd'hui, c'est une réalité chez les consommateurs, une demande? Voilà, comment vous vous positionnez par rapport à ça et comment vous voyez ces tendances de marché au niveau de la France? Alors, je pense qu'il y a des tendances de fond. En l'occurrence, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'intérêt des particuliers pour du trading en crypto. Aujourd'hui, vous avez en gros 300 millions de personnes qui détiennent des cryptos. En France, c'est 8% de la population. C'est plus que le nombre de porteurs d'actions individuelles. Donc ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut dire que la crypto est devenue en tant que telle une vraie classe d'actifs. Je pense également qu'il y a une deuxième tendance qui a été le boom des NFT en 2021, qui a en fait onboardé une partie des utilisateurs qui à l'origine n'étaient pas forcément intéressés par la crypto, mais qui se sont retrouvés à manipuler des NFT et donc à avoir des Ethereum et à se dire bah, qu'est-ce que je peux faire avec cette crypto. Et enfin, il y a une troisième tendance qui est la médiatisation de ces sujets. On parle beaucoup de crypto, souvent pour la critiquer et probablement à juste titre quand
on regarde ce qui s'est passé récemment avec FTX, mais en tout cas, c'est des sujets qui intéressent et qui passionnent. Face à ça, il y a quand même des challenges qui sont très importantes, et notamment si on revient à cette thématique du paiement, c'est le challenge, à mon avis, qui est le plus important, c'est celui de l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, quand vous devez manipuler un wallet crypto, c'est extrêmement complexe. Vous devez comprendre comment fonctionnent les gas fees, vous devez avoir vos 24 mots qu'il faut stocker, etc. Donc c'est très complexe à manipuler comme objet. Et donc ça explique la raison pour laquelle sur les 300 millions de personnes qui ont des cryptos, vous avez que 68 millions de personnes qui en réalité ont vraiment un wallet. Les autres font confiance à des tiers pour détenir leurs cryptos. Et donc si demain on veut qu'il y ait une adoption un peu plus mainstream des cryptos, notamment dans le paiement, il faudra absolument résoudre ce sujet de portefeuille de wallet. Je pense qu'il y a un deuxième également challenge qui est très important, c'est celui de la régulation et de la transparence des acteurs de la crypto. Et encore une fois, si on regarde ce qui s'est passé récemment avec FTX, c'est un sujet capital. Il faut que les acteurs prennent leur part de responsabilité, il faut qu'ils soient beaucoup plus transparents. Nous, chez Lux, c'est quelque chose qu'on a mis en place dès le lancement en 2021. On a construit tout un écosystème de confiance autour du stablecoin. On est le premier émetteur de stablecoin euro à être enregistré PSAN, donc à vraiment se mettre dans les clous de la régulation, et on pense que ce sera décisif si on veut que l'industrie se développe au maximum. Enfin, dernièrement, je dirais que le troisième challenge sur les cryptos, c'est de revenir un peu à l'essence même des cryptos, et pas uniquement à ce que ce soit uniquement un objet spéculatif, mais capitaliser au maximum sur les forces de la blockchain, c'est-à-dire permettre des paiements et en tout cas de la transfert de valeur de manière instantanée, à faible coût, de manière décentralisée et de manière désintermédiée. Et donc c'est toute ça la beauté des cryptos et de la blockchain, c'est de pouvoir transférer de la valeur d'un point A à un point B sans friction. Très intéressant, beaucoup de thématiques. On se rend compte que ça vient des consommateurs. Il faut observer une demande parmi les consommateurs et peut-être un usage un petit peu plus croissant pour que peut-être les structures type banque puissent accueillir ça davantage et permettre une expérience beaucoup plus fluide. Donc c'est vraiment intéressant à voir sur les prochaines années comment ça va se développer. Merci messieurs, ça nous donne une vision déjà très claire sur des tendances phares, hein, sur cet aspect du paiement. Maintenant, c'est de voir les tendances actuelles, de se plonger notamment sur différents sujets. On en a parlé tout à l'heure, le Buy Now, Pay Later, fortement sujet et paiement fractionné. Aujourd'hui, c'est une tendance phare hein, des fintech. Aujourd'hui, il y a énormément de fintech qui sont emparés de ce sujet-là. Ça devient une réalité en tant que consommateur. Avant, on découvrait le prêt. Maintenant, ça devient beaucoup plus intuitif et beaucoup plus simple en termes de fonctionnement. Il y a à peu près 12% des commerçants en France qui acceptent une solution de paiement différé. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui augmente en termes de pourcentage. Qu'est-ce que 2023 nous réserve là-dessus ? Sur le Buy Now, Pay Later, peut-être avec vous, Neil, d'avoir un commentaire là-dessus, de par votre vision globale sur l'ensemble de l'écosystème. Oui, je suis également donc le responsable de Floa Bank, qui est le numéro 1 du Buy Now, Pay Later en France. Pour aller dans le sens de Ferdinand, tout à l'heure, on a fait une étude avec Kantar, et les consommateurs européens, donc il y en a en Europe un tiers qui en ont déjà fait une fois, et surtout il y en a 2 tiers qui se disent prêts à changer d'enseigne si l'enseigne ne propose pas du paiement fractionné. Donc ça veut dire que non seulement c'est très présent, bien plus que ce que vous pensez sur les e-commerçants, mais en plus de ça, c'est devenu une obligation de proposer ce type de paiement. C'est même un objet de fidélisation pour ses clients. Et on voit que le marché n'est pas encore saturé. Donc il y a quelques années, il fallait aller expliquer aux e-commerçants les bienfaits de proposer effectivement ces méthodes d'étalement, ces facilités d'encaissement pour que les consommateurs puissent mieux gérer leur budget. Maintenant, ils viennent toquer à la porte en disant « Bon, comment je fais parce que je le veux rapidement, parce que je ne l'ai pas encore ». Donc l'année 2023 va continuer en ce sens avec une continuation de la croissance de ce moyen de paiement chez les e-commerçants non alimentaires. Est-ce qu'il n'y a pas un impact qui est fortement négatif ? Aujourd'hui, les consommateurs, ils veulent l'instantanéité du produit et puis ils veulent ne pas payer. Donc, j'ai le produit, mais je ne l'ai pas encore payé. Il y a un questionnement quand même sur l'aspect de dette, des situations plutôt difficiles pour les consommateurs. Oui, c'est souvent ce qui est opposé au Buy Now, Pay Later en disant ça pousse à la consommation. Alors moi j'ai deux réflexions autour de ça qu'on s'est posées chez Floa. C'est aussi on propose pour alimenter, pour aller dans le sens
d'une augmentation de la durabilité des biens. On propose des assurances garanties à vie pour aider aussi la réparation des objets. Donc c'est aussi se dire qu'on achète des choses peut-être plus chères, on les étale, mais on essaie de les garder plus longtemps. Ça, c'est aussi une réponse à un questionnement sociétal légitime. Ensuite, il y a la régulation. Je pense que la régulation, elle devrait évoluer, peut-être l'année prochaine ou celle d'après, sur le paiement fractionné. Alors, le régulateur va regarder ça pour protéger, comme d'habitude, le consommateur. Alors, moi, ça m'appelle deux choses. C'est un, on ne tuera pas l'expérience client, parce que le paiement fractionné a cartonné parce que on arrive à faire du scoring avec plein d'outils, Bridge notamment, avec donc du scoring, mais avec une expérience qui est très très proche de celle de la carte. Et ça permet de relier à la fois le particulier qui paye parce que c'est pas compliqué, et le marchand qui peut encaisser parce que aussi c'est un moyen de paiement supplémentaire. Donc la régulation, elle va un peu nous contraindre. Étant dans un gros établissement habitué à la régulation, moi je vois ça plutôt d'un bon œil. Ça va mettre un petit peu toutes les fintechs sur un pied d'égalité un petit peu plus exigeant. Donc moi j'y suis plutôt favorable aussi. Super transition avec vous, Johan, sur cet aspect d'open banking. Avec votre parcours, vous avez fait évoluer pas mal de choses. Je pense qu'on est nombreux à connaître l'application banking qui a fait évoluer pas mal de choses pour les consommateurs, mais aussi par rapport aux flux bancaires. Aujourd'hui, vous avez fondé cette entreprise Bridge qui permet cet aspect d'open banking. Est-ce que vous pouvez définir ce terme-là et puis nous expliquer un peu votre vision sur cette tendance qui est une tendance réelle aujourd'hui? Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Donc effectivement, Bridge est un établissement de paiement pionnier dans l'open banking et on fait deux choses. La première chose, c'est on rend les paiements plus simples et plus sécurisés pour rendre les commerçants plus performants et faciliter la vie des consommateurs avec une nouvelle génération de moyens de paiement. On en a rapidement parlé, l'initiation de paiement par virement, qui apporte une multitude d'avantages. Très rapidement, des limites de plafond beaucoup plus élevées que les plafonds cartes. Donc si vous avez des abandons de panier parce que vous avez ce qu'on appelle des KO cartes, des cartes qui ne passent pas, il est urgent de passer par Bridge pour ne pas perdre de vente. Ça permet également de réduire la fraude. Il y a 300 fois moins de fraude grâce au paiement par virement qu'avec les paiements par carte en ligne. C'est moins cher et ça également fluidifie, ça facilite la réconciliation automatique des flux. Il est vrai que jusqu'à maintenant, on a à peu près 4 ans de mise en place, ça a été un peu fastidieux, mais maintenant on offre une expérience qui est exceptionnelle, que ce soit sur le mobile, le web et même en magasin. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place ce qu'on appelle le app-to-app, c'est-à-dire que vous flashez un QR code et tout de suite, vous avez l'application de votre banque qui s'ouvre et vous validez le paiement par virement avec un Face ID ou un Touch ID. Donc c'est vraiment très très fluide et au lieu que ça passe par les tuyaux cartes, ça passe par le virement de banque à banque. Donc c'est vraiment quelque chose qui va s'inscrire dans le futur. Pourquoi? Parce que déjà, ça répond à un besoin des consommateurs qui n'arrivent pas à payer dans plusieurs use cases. Ça répond aux besoins des marchands qui ont des complications avec les paiements traditionnels. Il y en a qui sont payés par virement classique encore aujourd'hui, par chèque. Et ça, c'est une aberration, en tout cas pour demain. L'initiation de paiement va prendre une place importante. Et puis, ça s'inscrit aussi dans une dynamique politique qui est que l'Europe veut un moyen de paiement souverain européen. C'est que la souveraineté est dans le mot de tous les politiciens aujourd'hui. Quand on voit ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine, quand on n'est pas copain avec les Américains, on ne peut plus payer avec Visa Mastercard. C'est quand même problématique pour l'Europe. On est copain avec les Américains aujourd'hui, mais ce n'est pas sûr qu'on le soit toujours. En tout cas, conceptuellement, c'est problématique pour l'Europe d'être pas souverain sur les paiements. Et c'est la volonté politique, et c'est pour ça qu'il y a la DSP2, c'est pour ça qu'il y a l'Instant Payment qui est déployé. L'Instant Payment, c'est le virement qui devient temps réel. C'est-à-dire que quand je fais un virement, vous avez les fonds tout de suite sur votre compte. C'est pour ça qu'il y a des réglementations qui vont arriver, qui vont rendre l'Instant Payment gratuit pour le payeur dès juin 2023. Aujourd'hui, parfois, quand on vous propose l'Instant Payment, on vous dit que c'est 1 €, donc c'est un frein à l'adoption. Et ça va passer gratuit en juin 2023. Et à partir du moment où il y a l'Instant Payment gratuit en juin 2023, moi je vous le garantis, on peut payer en magasin par virement demain. Et on pourrait même faire un geste carte. On fait un geste carte en magasin, sauf que ça ne passe plus par les tuyaux de Visa Mastercard ou de CB, ça passera par les tuyaux de virement. Pourquoi?
parce que c'est une volonté politique et que rien ne l'arrêtera. On le voit, c'est des réglementations successives et que maintenant la technologie le permet et que ça matche aussi avec le besoin client. Donc ça, c'est la première chose. On crée ce nouveau moyen de paiement, cette infrastructure européenne de paiement par virement. Deuxième chose qu'on fournit, c'est l'agrégation bancaire. C'est la capacité de connecter l'ensemble des banques en Europe de manière sécurisée pour récupérer les soldes et les transactions, globalement les relevés bancaires, toujours avec le consentement explicite et éclairé du propriétaire du compte, pour partager cette donnée à un tiers. Et l'un des use cases majeurs, c'est le crédit et les facilités de paiement. La problématique avec le crédit, on parle souvent du surendettement et le malendettement, c'est qu'en fait, on n'a pas accès à la bonne donnée pour savoir si oui ou non je peux prêter. Normalement, si on a la bonne donnée, on peut toujours prêter à la bonne personne. Et quand on a un surendettement, c'est plus un accident de la vie, mais c'est pas, en fait, j'ai pas réussi à savoir sa situation financière. Et de plus en plus, ce qu'on appelle l'open banking et l'agrégation s'inscrit dans des parcours de scoring crédit pour être sûr que cette personne-là, je peux lui attribuer une facilité de paiement, un crédit à la consommation, un crédit immobilier, sans un risque vraiment diminué par rapport à un scoring traditionnel grâce à cet accès à la donnée. Et donc, c'est ce qu'on fait chez Bridge, et ça s'inscrit dans une tendance de fond qui, sans le savoir, l'open banking, petit à petit, s'insère dans une multitude de parcours du quotidien, parce qu'on arrive à avoir des parcours fluides à peu près sur tous les usages. Vous nous annoncez la fin de la carte bancaire, hein, en gros. Alors, ça ne va pas arriver du jour au lendemain, mais en fait, ce qu'il faut penser, c'est que c'est le Parlement européen qui est c'est les citoyens européens qui sont représentés par ces parlementaires, qui votent des lois qui ont été très claires. On veut un moyen de paiement souverain, et ça va être l'incitation de paiement qui va le devenir. Donc à partir du moment où il y a une volonté politique avec des lois qui se votent, il faut en quelque sorte créer les technologies et respecter cette volonté citoyenne. Donc évidemment, il y a des intérêts contradictoires. Hein. Tous les business autour de la carte ne le voient pas d'un bon œil, mais c'est une tendance de fond qui va arriver. Ça va peut-être prendre 5 ans ou 10 ans. Là aujourd'hui, il y a un déploiement massif d'initiation de paiement pour tous les use cases où la carte n'est pas pertinente. On parlait des paniers importants, mais aussi tous les échanges interentreprises. Aujourd'hui, ça vous est déjà arrivé, vous envoyez une facture ou vous recevez une facture, il y a un IBAN en bas de la facture. Ça, c'est pas possible. On envoie des IBAN à gauche à droite, ça n'existera plus. Là, dans les 2 prochaines années, vous aurez soit un QR code, soit un lien, et ça va faire une initiation de virement. Donc en fait, les premiers use cases, c'est à chaque fois que vous utilisez des solutions archaïques, le chèque, le virement classique, ou que vous avez un KO carte. Premier avantage, c'est que tous les consommateurs vont se rendre compte que c'est ultra fluide de payer par virement. Les marchands vont se rendre compte qu'en fait, ça marche super bien, c'est moins cher, il y a moins de fraude, la réconciliation est automatique et ça augmente les taux de conversion. À partir du moment où tout le monde va se rendre compte qu'il y a des avantages massifs au virement, là, ça va grignoter petit à petit les parts de marché de la carte. Il y a aussi un élément clé, c'est que le gros du business de la carte aujourd'hui rapporte aux banques. Les banques ne gagnent pas avec le virement aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des travaux au niveau européen pour recréer le business model du paiement par virement pour les banques. Et à partir du moment où on va y arriver, là vous allez voir que toutes les banques vont pousser le moyen de paiement par virement, et c'est là où je vous dis que demain vous payerez par carte, mais ça sera un virement derrière qui va s'opérer. Super transition. Pour vous, Neil, sur cet aspect-là, on sait que paiement immédiat instantané, ça existe, ça fonctionne. Vous me l'avez démontré quelques minutes avant la conférence avec un virement instantané via Paylib. Donc j'ai gagné 1 euro avant cette conférence. Merci Neil. Donc ça existe, ça fonctionne. Vous avez énormément d'utilisateurs. Mais voilà, ce virage-là, c'est à cause de ce nouveau modèle économique à trouver, ce nouvel élan pour les banques. Alors, déjà, c'est quand même déjà un succès technique et même un succès d'usage, le virement instantané. Hein. C'est lancé, je pense, il y a 2 ans chez nous. Aujourd'hui, il était payant jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était 1 euro. On faisait quand même 15% des virements. Nos particuliers décidaient de faire un virement instantané. Donc ça veut dire qu'on a créé un moyen de paiement qui avait une utilité. Les gens, ils dépensaient 1 euro parce qu'ils étaient contents de plus en avoir, de plus s'en occuper, de plus savoir quand est-ce qu'il allait arriver sur le compte du bénéficiaire, ou parce qu'effectivement, il fallait absolument régler son loyer, régler sa nounou, parce qu'on avait oublié. Donc c'est un succès vraiment d'usage. Deuxièmement, sur la tarif, je reviens,
dès le début, notamment en France, les banques ont créé Paylib. On peut faire, en utilisant un virement instantané, je peux envoyer gratuitement en utilisant juste le numéro de téléphone du bénéficiaire, je peux faire un virement instantané. Je pense qu'aujourd'hui, dans la base Paylib, il y a 30 millions de personnes. Donc c'est aussi et on a, je pense, une très très grosse part désormais des échanges de particulier à particulier. On doit faire encore mieux, mais le virement instantané, les gens l'utilisent, il marche. Ensuite, là où je te rejoins, c'est qu'il va devenir de plus en plus gratuit. Chez BNP Paribas, on l'a intégré. Maintenant, il est gratuit dans notre forfait de base, celui qui regroupe les comptes, les moyens de paiement, qui est celui qui est majoritairement utilisé par nos clients. Donc c'est aussi parce qu'on croit à cette démocratisation de ce moyen de paiement. Et puis l'étape ultime, c'est effectivement quand on pourra payer sa baguette, son marchand avec ce moyen de paiement, quand on aura recréé une expérience utilisateur et des services associés aussi bons que ceux qu'on a quand même avec la carte. Super intéressant. Peut-être un petit sondage dans la salle qui a déjà utilisé un virement instantané. Si vous pouvez lever la main pour se rendre compte. Ouais. On voit que l'adoption est 80%, non? Ouais. Très bien, merci messieurs, ça nous donne une vision très claire, je pense, de ces tendances-là. On va se tourner maintenant vers demain. Qu'est-ce qui se passe demain? Quels sont les nouveaux modèles? Notamment ce sujet de blockchain, de crypto-monnaie. On l'a évoqué que c'était quelque chose qui se développait davantage. Ce qui m'intéresserait, c'est plus de le questionner. On sait que en ligne, ça va être simple de développer. De par les usages, on va être habitué à ça. Mais c'est par rapport au retail. Est-ce que vous avez une vision de la crypto-monnaie par rapport au retail? Quels sont les usages que vous proposez au sein de votre structure? Alors aujourd'hui, le stablecoin pour nous, il sert deux grands cas d'usage. Le premier, c'est des cas d'usage très crypto. Tout simplement sortir de la volatilité des crypto-monnaies en utilisant un stablecoin euro. Et la deuxième famille de cas d'usage qu'on regarde, c'est effectivement des cas d'usage qui sont beaucoup plus proches du retail. Et en l'occurrence, on regarde comment on peut travailler autour des programmes de fidélité en interopérabilité avec du stablecoin. Je m'explique. Aujourd'hui, un Français a une dizaine de cartes de fidélité dans son portefeuille. Demain, il pourrait avoir un wallet blockchain très simple d'utilisation. Et plutôt que de collecter des points de fidélité, il aurait du stablecoin qui serait brandé par marque. Donc on peut imaginer demain un Monoprix Coin qui serait en fait échangeable contre un Carrefour Coin ou un Decathlon Coin et ainsi de suite. Et ce stablecoin en fait aura la possibilité d'avoir une vraie valeur euro derrière tout ça et servir de rampe d'accès vers le métaverse si on se projette encore plus loin, vers les NFT. Donc c'est vraiment créer en fait tous ces écosystèmes de demain autour du stablecoin. Deuxième cas d'usage, alors que je ne peux pas vraiment qualifier de retail, mais en tout cas qui peut servir beaucoup d'entreprises, et c'est quelque chose sur lequel on est en train de réfléchir, Lug, aujourd'hui, c'est sur les paiements internationaux, et c'est sur le transfert de valeur. Typiquement, on regarde des cas d'usage entre la France et l'Afrique, sur comment le stablecoin peut permettre d'accélérer ces paiements internationaux et de réduire les coûts pour les entreprises. Donc voilà en quelques mots les cas d'usage qu'on regarde d'un point de vue retail. Peut-être d'avoir votre vision là-dessus. On a parlé tout à l'heure virement instantané. Vous voyez comment le virement instantané comme une concurrence par rapport à votre service ou pas du tout? Non, pas spécialement. Je pense que les deux peuvent cohabiter. Effectivement, par essence, la blockchain permet les virements instantanés. Et encore une fois, il y a des sujets de coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez sur des blockchains telles que Polygon ou Tezos, on est sur des frais de transaction qui sont extrêmement bas et donc qui permettent une infinité de cas d'usage, notamment si on se projette sur des paiements, encore une fois, transfrontaliers. Et les modèles économiques sont déjà éprouvés, j'imagine, sur la blockchain avec des micro-commissions, comme vous l'évoquez. Tout à fait. Il y a des micro-commissions qui permettent de maintenir la blockchain et après, il y a d'autres modèles économiques sur du stablecoin qu'on regarde de près. Très intéressant, donc quelque chose qui va se développer et donc maintenant aussi on voit l'essor des technologies, Apple Pay qui propose maintenant de payer en crypto-monnaie. Donc ces switches technologiques permettent aussi aux consommateurs après d'ouvrir de nouvelles portes et peut-être d'avoir une demande plus croissante. On a parlé pas mal de sécurité aussi dans les précédentes parties. J'avais envie d'avoir votre vision par rapport à ça, par rapport aux paiements vocaux ou biométriques. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'identification par rapport à un numéro de téléphone, par rapport au Face ID, par exemple. Est-ce que c'est aussi une tendance qu'on va pouvoir observer dans ces prochaines années? Peut-être Ferdinand sur cette question-là. Est-ce que l'aspect biométrique
c'est quelque chose qui vous semble réel et possible sur ces prochaines années? Alors, tout d'abord, on voit déjà des tendances réelles qu'on mesure. Alors, j'ai changé des chiffres avec Nel tout à l'heure sur Apple Pay. J'ai dit que 2/3 des paiements se faisaient sans contact. Et je crois que c'est entre 5 et 10% des paiements sans contact qui se font en Apple Pay, donc Face ID ou avec son doigt. C'est-à-dire que c'est déjà très présent. On est quasiment au niveau de détenteurs de crypto en France. C'est-à-dire que c'est déjà une tendance de fond. Je pense que tous dans la salle, vous déverrouillez votre téléphone aujourd'hui avec votre doigt. Et donc, on valide le token de 3DS ou demain le paiement instantané avec le doigt, avec la voix, avec le visage. Alors, je ne suis pas capable de dire ce qui demain sera l'usage le plus commun, mais quand on échangeait de ça, quand on prépare la table ronde, moi j'ai un fils de 3 ans, donc je ne sais pas qui a la chance et la malchance parfois d'avoir un enfant de 3 ans, parce que c'est difficile aussi. Je regarde, je le fais payer parfois à la boulangerie. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé en 2006? Je crois que c'est en 2006 que le premier paiement sans contact a eu lieu en France, je crois dans un Monoprix, à vérifier. Et en fait, donc lui, quand il paye, ben, il met la carte et il paye. Et entre ma génération, et on va dire notre génération, nous dans la salle, et nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, on a tous eu une tirelire avec un petit cochon où on mettait de l'argent dedans. Donc l'argent de poche, ça a toujours été une petite pièce, toutes les semaines, tous les mois, qu'on mettait de côté. Depuis 2006, ce n'est pas le cas. La génération qui arrive, la tienne Pierre peut-être, est née avec Gmail, est née avec Facebook, est née avec un smartphone. Mon enfant il dit pourquoi tu es au téléphone papa? Je dis non c'est comme ça. En fait non, il a raison, je suis au téléphone papa. Et on a une génération qui arrive qui dans 20 ans, 25 ans, 30 ans est la génération de demain de consommateurs qui est née avec des technologies que nous on a vu venir et on n'imagine pas, je pense à même au-delà de ta question Nicolas, on n'imagine pas la révolution. Tout ce qu'on se dit là, alors c'est bien parce que ça nous crée des business, on se pose des questions, la guéguerre entre l'open banking et les banques, avec les cryptos que BNP Paribas ne soutient pas complètement. Et en fait, il y a une génération qui arrive devant nous qui est déjà loin devant, qui pour eux, paiement avec le doigt, mais c'est tellement has-been. Et moi, ce qui me passionne et ce qui m'inquiète à la fois, mais ce qui fait l'intérêt de notre métier, c'est d'essayer d'anticiper ce qui va se passer dans 20 ans, où la pièce, pour nous, l'argent, c'est le paiement sans contact pour la génération qui arrive. C'est « Ah, tu payes en sans contact, toi, t'es tellement vieux. » Et on a un devoir d'anticiper ça. Et juste pour conclure et passer la parole, je pense que les meilleures personnes pour anticiper ça, c'est la génération d'en dessous. Nous, on est trop vieux déjà. On ne peut que demander aux clients, parce que qui drive le marché? Alors, il y a la réglementation, il y a les banques qui sont là depuis longtemps, qui seront encore là pendant très longtemps, et il y a surtout le consommateur. Parce que, in fine, le consommateur qui vote pour le Parlement européen et qui, in fine, décide quel est le retailer qui va survivre ou quel moyen de paiement qu'il va utiliser, c'est lui qui va décider. Et donc moi, je me dis, il faut redonner le pouvoir au consommateur. Donc ta question, Nicolas, seul le consommateur peut répondre, et quand je vois la génération qui arrive, ça m'inquiète parfois. Super intéressant ta réflexion sur l'aspect culturel et l'aspect de confiance. Hein. Moi, c'est ce qu'on m'avait expliqué sur l'argent. Au départ, c'est un bout de papier pour un billet ou un bout métallique. C'est la confiance et la valeur que tu vas donner dessus. Et donc cette confiance, aujourd'hui, elle se déporte sur des moyens numériques, que ce soit des virements instantanés, de la blockchain ou autre. Bah, c'est cette nouvelle génération qui va dicter où placer sa confiance, si c'est au sein des banques, au sein de nouveaux intermédiaires. Très intéressant, beaucoup de questions, je pense qu'on ne va pas forcément répondre aujourd'hui, mais si on continue sur peut-être un avenir un petit peu plus proche, du buy now, pay later, du paiement fractionné. Messieurs, votre vision sur l'aspect retail, est-ce que en France, on va voir ça plus souvent? Je sais que c'est présent dans certaines boutiques, mais c'est quoi votre vision là-dessus? Est-ce que vous avez des demandes par rapport à l'écosystème? Est-ce que demain, je peux aller en boutique, repartir avec un produit et le payer dans 30 jours? Peut-être juste pour répondre à ça, on est en train de réfléchir chez Monoprix à la mise en place du Buy Now Pay Later sur le magasin et sur le site internet. Donc on consulte différents acteurs du marché, différents spécialistes. Et une petite anecdote, il y a un acteur du marché qui nous a dit on ne souhaite pas répondre à l'appel d'offres parce que chez Monoprix, il y a l'alimentaire. Et d'un point de vue éthique, on ne souhaite pas du tout rentrer dans le Buy Now Pay Later sur l'alimentaire. Donc imaginez, vous faites un plein de courses à 100 €, vous le payez en 4 fois 25 €, sauf qu'un plein de courses, c'est toutes les semaines ou tous les mois. Et donc là, on rentre dans
dans un cycle qui peut être d'endettement de certains ménages, qui peut être très délicat. Donc il y a une tendance, mais aussi un devoir, je pense, pour les retailers, de ne pas s'engouffrer vers de la transformation, enfin, au sens taux de transformation immédiate et facile, de l'acquisition de clients facile à court terme, mais qui pourrait emmener une partie de la population en difficulté d'un point de vue bancaire. Donc c'est quelque chose, oui, qui se diffuse, mais il y a un devoir, je pense, collectif des gens autour de la table de contrôler ça et de ne pas en faire une dépendance qui peut très vite partir en mode crise subprime 2008 sur un autre domaine. Et c'est collectif. Enfin, on ne fait pas d'alimentaire pour les mêmes raisons évidentes d'usage qui ne nous convient pas. Donc sur certains domaines, oui, ça va se démocratiser. Sinon, des domaines plus réglementaires, on dira sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres sujets qu'on n'a pas forcément évoqués sur les moyens de paiement que vous voyez davantage se développer sur ces prochaines années? Est-ce qu'il y a certains éléments où vous voulez partager avec nous? Et j'y vais. Non, moi, il y en a un auquel je pense. On parle moyen de paiement. En fait, le particulier, le consommateur, je crois qu'ils sont fous. Ce qu'il veut, c'est payer. C'est pas comment il paye, mais il veut payer, il veut partir. Ce qui l'intéresse, c'est l'expérience et que ce soit simple. Et donc là, je pense qu'on est en train de. Il y a un exemple que j'aime bien, auquel je crois beaucoup et qui exprime bien aussi ces changements sur ces parcours de paiement. C'est ce qu'on voit arriver maintenant à table au restaurant. Vous avez, avant, personne ne voulait mettre un QR code avant le Covid. C'était moche. Bon, depuis le Covid, il y a des QR codes partout. Alors aujourd'hui, on y met le menu. Et puis de plus en plus, c'est ce qu'on fait avec Life notamment, on va pouvoir payer. Et là, qu'est-ce qui se passe derrière? En fait, vous allez faire une transaction carte. Mais ce n'est pas ça l'intérêt. C'est que maintenant, quand vous avez fini votre repas, qu'on était tous les 5. On a fini le repas. Alors déjà, maintenant, on va payer chacun sa part. Donc d'abord, premier truc, c'est qu'il faut amener le serveur. Vous levez la main comme ça. Il met 5 minutes pour venir. Alors qu'on est à midi, moi, il faut que je retourne bosser. Il met 5 minutes pour venir et puis il vous dit « Oui, qu'est-ce que vous voulez? Je veux payer. » D'accord, attendez, j'amène la note. Il revient 5 minutes plus tard. Puis après, il dit « Je vais payer en carte. » Attendez, il revient encore 5 minutes plus tard avec la machine. On a perdu un quart d'heure, ce n'est pas le meilleur moment du repas. Le serveur, il a fait 3 allers-retours qui ne servaient à rien. Donc maintenant, ce qu'on propose, c'est effectivement, il y a un QR code. Je le scanne, je paye ma partie où je vous invite. On scanne tous. La caisse, elle passe en vert. Puis le serveur, il nous dit au revoir, merci. Et on peut même laisser un pourboire. C'est le Uber du restaurant. En fait, ça a apporté énormément de services. Le restaurateur, il a gagné du temps. Le serveur, il peut se concentrer à mieux servir les clients, à nous conseiller sur le plat du jour, sur le vin qui va bien. Et nous, comme en plus c'est digital et je peux rajouter un pourboire, en fait, les serveurs ont plus de pourboire. Donc c'est gagnant-gagnant. On augmente la rentation des tables et le consommateur, il a plutôt passé un bon moment plutôt que de s'énerver aux dernières minutes parce qu'il n'arrive pas à payer. Donc moi, je pense qu'il y a encore plein d'usages comme ça. On va réintégrer le paiement dans l'acte d'achat finalement pour améliorer l'expérience globale et notamment en proximité. Parce qu'on a tous envie de ressortir, on était bien content de retourner au resto. Donc aujourd'hui, les technos sont en place, les innovations sont là, mais c'est les usages qui font encore démocratiser, évoluer et qui vont changer le comportement des consommateurs. Ok, très bien. Johan? Je pense qu'il faut aussi parler de la facture électronique qui peut être liée d'ailleurs à ce QR code pour régler. D'ailleurs par virement, là ça marche très bien parce que l'application s'ouvre et vous payez. Mais qu'est-ce qui se passe avec le reçu? Il y a une grande interrogation de comment on envoie aujourd'hui une facture, comment on a un reçu. Je vous rappelle qu'il y a une réglementation qui arrive, qui va se faire 2024, 2025, 2026, 2024 de mémoire pour le CAC 40, 2025 pour les ETI, 2026 pour toutes les entreprises, de dématérialiser les factures. Donc comment on fait pour transférer la facture? L'objectif de la dématérialisation des factures, pour l'État, c'est d'éviter la fraude à la TVA. Ça veut dire quoi? Que chaque facture va être liée à un paiement. Et tout va être centralisé auprès du gouvernement. Et ça pose la question de comment j'envoie la facture à mes clients, notamment en proximité. Et je pense qu'une des réponses, c'est le QR code. J'ai le paiement par virement qui s'affiche et je reçois pour moi un reçu directement sur mon smartphone. Il y a aussi le Request to Pay, qui est aussi une innovation qui risque d'arriver. C'est que globalement, vous avez la capacité en tant que retailer de demander à la banque de votre client de réclamer un paiement. C'est-à-dire que c'est votre banque qui va vous réclamer de payer cette EDF, Orange, votre retailer préféré. Et là, on peut associer le paiement également à des informations complémentaires, c'est comme une messagerie, et d'associer une facture. Donc il y a toutes ces innovations qui vont arriver dans les prochaines années. Globalement, tout va être digitalisé.
avec une sécurisation Touch ID, Face ID, également l'identité numérique qui va énormément limiter la fraude. Et donc, les technologies sont là. Il y a certains business models et intérêts à régler par rapport au business traditionnel. Et les usages sont déjà présents massivement. Et ça ne demande plus qu'à être déployé. Super timing. Merci messieurs. Des retours très complets. On l'a vu, pas mal de tendances se dessinent. Virement instantané, l'aspect crypto-monnaie avec du stablecoin qui vont être aussi des enjeux à regarder sur cette année 2023. Une réglementation qui va continuer d'évoluer, voilà, sur les virements instantanés par exemple. Et puis des usages qui vont continuer d'évoluer en tant que consommateur. On l'a vu, beaucoup plus de virements instantanés. Mais il reste pas mal de travail côté retailer, côté banque, comme on l'a vu et on a échangé ensemble. Merci à vous, messieurs. Je pense qu'on peut les remercier, les applaudir pour leur intervention. Merci. Et merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas, si vous avez quelques questions, ces messieurs sont disponibles, je crois, quelques minutes avec vous pour échanger. Bonne journée à tous.